Avant que vous ne poursuiviez votre journée, laissez-moi vous poser une seule question. Et si la plus grande erreur de votre vie n'était pas quelque chose que vous avez fait, mais quelqu'un que vous avez laissé derrière vous? J'ai 70 ans aujourd'hui, et il m'a fallu toute une existence pour comprendre ce que j'ai perdu en croyant que le temps m'attendrait. Mon histoire n'est pas celle d'un scandale, ni d'un événement extraordinaire. C'est l'histoire d'un choix silencieux, répété jour après jour, jusqu'à devenir irréversible. Si je prends la parole maintenant, ce n'est pas pour me faire pardonner, ni pour susciter la pitié, mais pour vous éviter de faire la même erreur que moi. Je partage ce que j'ai vécu pour que vous puissiez reconnaître, tant qu'il est encore temps, ce qui mérite vraiment votre présence, votre attention et votre amour. Écoutez-moi non pas comme on écoute une confession, mais comme on reçoit un avertissement précieux. Parfois, une seule décision peut changer toute une vie. J'ai 70 ans aujourd'hui, et si je prends la parole, ce n'est ni pour me justifier, ni pour me faire plaindre, mais pour dire enfin ce que j'ai passé une vie entière à éviter. Je suis la femme au centre de cette histoire, celle qui a tourné le dos à ses parents quand ils avaient le plus besoin d'elle. Pendant des années, j'ai préféré l'ambition au devoir, la réussite aux racines, l'avenir à la gratitude. J'ai appris à parler d'indépendance comme d'une vertu, à appeler liberté ce qui n'était en réalité qu'une fuite. J'avais des raisons, me disais-je, des blessures anciennes, des colères accumulées, des rêves trop grands pour une maison trop petite. Mais les raisons, avec le temps, ne sont que des mots polis pour cacher la peur d'aimer sans condition. Aujourd'hui, je sais que l'on peut bâtir une carrière, conquérir des titres, remplir des carnets d'adresses, et pourtant être pauvre de ce qui compte vraiment. Si je partage mon histoire, c'est pour celles et ceux qui croient qu'il y aura toujours un demain pour réparer, pour appeler, pour revenir. Il n'y a pas toujours un demain. Parfois, il n'y a qu'un silence qui s'étire et des nuits où les souvenirs parlent plus fort que les excuses. Je n'ai pas grandi dans l'abondance, mais dans la constance d'un foyer où l'on se levait tôt et où l'on se couchait tard. Mes parents n'étaient ni parfaits ni tendres à la manière des romans, mais ils étaient présents, solides, et portaient le poids de nos jours sans se plaindre. Très jeune, j'ai senti naître en moi une impatience qui n'acceptait pas les limites, une soif de partir qui voyait dans chaque règle une entrave. À mesure que je grandissais, cette impatience s'est transformée en ambition, puis en certitude. Je devais m'extraire de ce que j'appelais alors la petitesse de mon origine. Je croyais honorer mes parents en réussissant loin d'eux, en devenant quelqu'un qui ne dépendrait plus jamais de personne. Je confondais la gratitude avec la performance, l'amour avec le succès visible. Et dans cette confusion, j'ai commencé à regarder leur vieillissement comme un rappel de ce que je voulais fuir, la fragilité, la lenteur, la dépendance. J'ai bâti mon identité contre ce qu'ils représentaient, sans voir que je bâtissais aussi un mur entre eux et moi. Les premières fissures sont apparues quand les demandes se sont faites plus fréquentes. Un rendez-vous médical, une paperasse à remplir, une inquiétude nocturne qui cherchait une voix rassurante. Chaque appel devenait, dans mon esprit, une intrusion dans une vie que je voulais contrôler. Je répondais tard, parfois pas du tout, persuadée que mon absence était temporaire, que je rattraperais plus tard ce que je laissais filer aujourd'hui. J'apprenais à justifier mes refus avec des phrases bien polies, à promettre des visites que je repoussais sans cesse. Je me disais que d'autres s'occuperaient d'eux, que mes obligations professionnelles étaient réelles, urgentes, indiscutables. Je me disais surtout que mes parents comprenaient, qu'ils avaient toujours compris. Mais comprendre n'est pas être comblé, et j'ai pris leur patience pour un consentement. Dans ce malentendu, j'ai posé les premières pierres d'un regret qui, des années plus tard, allait m'empêcher de dormir.
Quand la maladie est entrée dans leur maison, je l'ai accueillie comme une mauvaise nouvelle parmi d'autres, à classer, à traiter à distance. J'étais au sommet de ce que j'appelais ma vie, responsabilité, projet, reconnaissance. Les appels se faisaient plus pressants, les voix plus fatiguées, et pourtant je persistais à croire que mon absence était le prix à payer pour devenir celle que j'avais décidé d'être. Je me répétais que l'on ne peut pas tout faire, qu'il faut choisir, et j'avais choisi. Je faisais des virements, j'envoyais des colis, comme si l'argent et les objets pouvaient remplacer une présence. Je transformais la relation en gestion, l'amour en logistique. À chaque fois que je sentais une pointe de culpabilité, je la couvrais d'arguments. Je travaille pour assurer l'avenir, je ne peux pas tout sacrifier, je reviendrai quand ce sera plus calme. Mais le calme n'est jamais venu, et le temps, lui, ne s'est pas arrêté pour m'attendre. Il y avait aussi la rancœur, celle dont on ne parle pas, mais qui guide tant de décisions, des paroles anciennes, des incompréhensions jamais éclaircies, des attentes que je jugeais injustes. Je portais en moi une colère silencieuse, convaincue qu'il ne m'avait pas toujours vue, pas toujours comprise, pas toujours soutenue comme je l'aurais voulu. Cette colère me donnait une excuse morale pour me tenir à distance. Je n'étais pas seulement occupée, j'étais blessée. Pourtant, au lieu d'affronter cette blessure, de la nommer, de la partager, je l'ai laissée s'endurcir en distance. J'ai confondu la protection de soi avec l'abandon de l'autre. Et chaque refus, chaque retard, chaque message sans réponse ajoutait une couche de glace sur un lien qui autrefois m'avait porté. Puis un jour, l'urgence est devenue réelle, concrète, irréversible. On m'a dit qu'ils avaient besoin de moi, pas d'un transfert, pas d'un appel rapide, mais de ma présence. J'ai regardé mon agenda, mes obligations, mes engagements, et j'ai choisi, encore une fois, de ne pas venir. Je me suis promis que ce n'était que pour quelques semaines, que j'organiserais mieux les choses, que je trouverais un moment. J'ignorais que ce moment n'existait déjà plus. Les nouvelles suivantes ont été plus graves, puis soudain définitives. Ce n'est pas la mort en elle-même qui m'a brisée, c'est la certitude que j'avais manqué l'essentiel, les dernières conversations, les derniers regards, la possibilité de dire « je suis là ». J'ai compris trop tard que certaines absences ne se réparent pas. Après, il n'y a pas eu de drame spectaculaire, seulement un silence épais, un vide que rien ne comble. J'ai continué à travailler, à apparaître forte, organisée, efficace. Aux yeux des autres, j'avais réussi. À l'intérieur, je découvrais un territoire de nuit sans repos où chaque souvenir revenait comme une question sans réponse. Pourquoi n'ai-je pas posé mes dossiers pour quelques jours? Pourquoi ai-je cru que ma valeur se mesurait à ce que je produisais et non à ce que je donnais? Je me souvenais de leurs mains, de leur voix, de la façon dont ils prononçaient mon nom, et je comprenais que ces détails si simples étaient désormais inaccessibles. On ne peut pas revivre ce que l'on a laissé passer. On peut seulement porter la conscience de l'avoir perdu. Les années suivantes m'ont appris que le succès, lorsqu'il est bâti sur des absences, a un goût amer. Chaque accomplissement me rappelait ce que j'avais sacrifié sans le reconnaître. Je tentais de me pardonner, de me dire que j'avais fait ce que je pouvais avec ce que j'étais à l'époque. Mais la voix intérieure restait implacable. Tu pouvais faire autrement. Cette voix ne me condamnait pas pour me détruire. Elle me rappelait une vérité simple et terrible. L'amour exige parfois que l'on s'arrête, que l'on renonce, que l'on se rende disponible. Je n'avais pas su m'arrêter. J'avais cru que la vie était une course, alors qu'elle est aussi un séjour auprès de ceux qui nous ont donné la nôtre. J'ai appris à vivre avec ce regret comme on apprend à vivre avec une cicatrice. Elle ne saigne plus, mais elle rappelle chaque jour la blessure. Je parle aujourd'hui parce que je ne veux pas que mon histoire soit seulement une confession tardive. Je veux qu'elle devienne un miroir pour celles et ceux qui se reconnaissent dans mes choix, dans mes justifications,
dans cette façon de remettre à demain ce qui demande d'être fait maintenant. Si ma voix tremble parfois, ce n'est pas par faiblesse, mais parce que je sais ce que coûte l'illusion que l'on a toujours le temps. Le temps n'appartient à personne et il ne se négocie pas. Il m'arrive de revisiter intérieurement des scènes ordinaires que j'aurais pu vivre. Un repas partagé, un trajet silencieux, une présence simple. Rien d'extraordinaire et pourtant tout. Ce sont ces moments que j'ai perdus en croyant poursuivre quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je comprends que la grandeur n'est pas toujours là où l'on croit. Elle se cache souvent dans la fidélité aux liens, dans la capacité de rester quand il serait plus facile de partir. J'aurais voulu apprendre plus tôt que l'indépendance n'exclut pas la responsabilité, que se réaliser n'implique pas d'abandonner ceux qui nous ont façonnés. Je sais que chacun porte ses contraintes, ses combats, ses blessures. Je ne dis pas que l'on doit s'oublier, ni que l'on doit tout sacrifier sans discernement. Je dis seulement que l'on ne peut pas remplacer une présence par des promesses, ni l'amour par l'efficacité. Si vous hésitez aujourd'hui entre ce que vous devez faire et ce que vous voulez faire, écoutez cette hésitation. Elle est peut-être la voix de ce qui compte vraiment. J'aurais voulu entendre la mienne, la prendre au sérieux, lui donner le poids qu'elle méritait. J'ai préféré l'étouffer sous des urgences fabriquées. À 70 ans, on ne cherche plus à prouver, on cherche à comprendre. Comprendre comment une vie peut être pleine et pourtant manquer de l'essentiel. Comprendre que l'on ne mesure pas l'amour à la distance parcourue, mais à la proximité offerte. Si je pouvais parler à celle que j'étais, je ne lui demanderais pas d'abandonner ses rêves, mais de ne pas laisser ses rêves l'aveugler. Je lui dirais, il y a des départs qui construisent et des départs qui détruisent. Sache reconnaître la différence. Je partage cette histoire pour vous, pas pour moi, pour que vous n'ayez pas un jour à compter les absences plutôt que les présences, pour que vous osiez choisir l'humain quand tout vous pousse à choisir la performance. Si vos parents sont encore là, si quelqu'un dépend de vous, écoutez ce que votre cœur murmure avant que la raison n'élève ses murailles. On ne se souvient pas des dossiers clos, des contrats signés, des objectifs atteints. On se souvient des visages, des voix, des mains serrées quand le monde devient trop lourd. Il n'est jamais trop tôt pour aimer mieux, pour réparer, pour revenir, mais il peut être trop tard. Cette phrase, je la porte comme une prière inversée, une mise en garde. J'ai cru que l'amour attendrait, qu'il serait patient comme il l'avait toujours été. J'ai appris que la patience des autres ne garantit pas la permanence des jours. Si vous sentez en vous cette hésitation, ce tiraillement entre l'ambition et la présence, sachez que vous êtes à un carrefour. Ce que vous choisirez ne se mesurera pas seulement en résultat, mais en souvenir. Je n'ai pas d'excuse à offrir, seulement une vérité acquise au prix fort. La réussite ne console pas de l'abandon. Elle peut briller, elle peut impressionner, elle ne remplace pas un adieu qui n'a pas eu lieu, un merci qui n'a pas été dit, un amour qui n'a pas été vécu jusqu'au bout. Si mon histoire peut vous éviter une nuit d'insomnie, un regret inutile, alors elle aura trouvé son sens. Je vous parle pour que vous agissiez maintenant tant que vous le pouvez. Ne confondez jamais ce qui est urgent avec ce qui est important. L'urgence crie, l'importance murmure. Dans le tumulte des ambitions, des obligations et des attentes, l'amour demande souvent quelque chose de simple et de radical. Votre présence. On peut réussir sans être absent, s'élever sans se détacher, grandir sans oublier d'où l'on vient. Si vous avez à choisir, choisissez l'humain. Le reste peut attendre. L'amour, non. Et souvenez-vous, le temps ne se stocke pas, il se vit. Chaque jour est une possibilité de rester, de réparer, d'aimer mieux. Ne remettez pas à demain ce qui donnera un sens à votre aujourd'hui.
Si cette histoire vous touche, laissez-la vous guider vers un geste, un appel, une visite. Car la plus grande réussite n'est pas ce que l'on construit pour soi, mais ce que l'on préserve entre soi et ceux qui nous ont aimés les premiers.